Bienvenue à tous au séminaire de mathématiques de l'UQTR, Horizon mathématiques. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Cloutier, étudiant finissant au baccalauréat en maths ici à l'UQTR, qui s'en va à la maîtrise à l'UQAM pour l'année prochaine. Et il a fait un projet d'été avec Alain Goupil, et c'est ce qu'il va nous présenter. Donc, chasse aux chenilles en milieu apériodique. Stage is yours. Ouais, bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation. Donc, effectivement, je viens vous parler de nouveaux résultats de recherche que j'ai obtenus dans un stage que j'ai fait l'été passé avec Alain Goupil, qui est prof ici, et Alexandre Blondin-Mancé, qui est prof à l'UQAM. Et la question qu'on s'est posée, c'est celle de décrire les sous-arbres induits pleinement feuillus dans les pavages P2 de Penrose. Alors, je vais tout définir ça pendant la présentation, inquiétez-vous pas, mais d'un point de vue très informel et général, la question qu'on se pose, c'est dans un monde donné, où est-ce qu'on veut maximiser le nombre de doigts. Okay, on veut trouver les animaux qui ont le plus de doigts possible. Quelle doit être la forme de ces animaux-là? Ou, si vous préférez, quelle doit être la forme d'un arbre pour qu'il y ait le plus de feuilles possible? Bon, évidemment, c'est toujours relativement à sa taille. Sinon, la solution, ce serait d'avoir un arbre infini avec une infinité de feuilles. Et c'est une question très générale qu'on peut se poser dans toutes sortes d'univers, de mondes mathématiques. Dans le réseau cubique, dans Z3, voici un sous-arbre induit pleinement feuillu. Alors, on vous donne, puis il y en a plein sûrement qui l'ont vu passer ce problème-là, on vous donne 28 petits blocs et on vous dit, ben, avec ces 28 petits blocs-là, maximisez le nombre de doigts, okay, des blocs de degré 1 des bouts, des extrémités, qui sont celles-là ici. Puis c'est la solution. Euh, on peut avoir 20 doigts. Donc, c'est une question qu'on peut se poser dans toutes sortes de réseaux. Et bon, je me suis posé dans le réseau des pavages P2 de Penrose, qui est un réseau plus compliqué. C'est en 2 dimensions, mais la structure est, disons, plus complexe. Je vais partir mon temps parce que j'ai tendance à peut-être déborder des fois. Fait que, pas mon temps. OK. Donc, pendant la présentation, une bonne partie de la présentation, voire la moitié, je vais juste vous parler de théorie des graphes en général, des outils que j'ai utilisés et de c'est quoi les pavages P2 de Penrose. Ensuite, ben, on va décrire c'est quoi la structure qu'on cherche dans des sous-arbres induits pleinement feuillus dans les pavages P2 de Penrose. Et finalement, on va aborder le problème de ceux qui sont infinis dans ces pavages-là. Donc, des définitions préalables. D'abord, en théorie des graphes. Donc, ce que je vais faire, c'est écrire les définitions préalables au tableau. Comme ça, ceux qui sont en présence, moi, je trouve ça bien. Vous pouvez toujours les reconsulter si jamais j'utilise ces mots-là et que vous ne vous souvenez plus exactement c'était quoi. Je vais les laisser au tableau, donc pas besoin d'y prendre là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? On aborde soit... Ah oui, j'écris peut-être plus... je pense qu'on ne voit pas dans le zoom à partir d'un certain point. Ah, on voit tout le tableau. Ah, OK. Donc, soit j'ai un graphe. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe? C'est un ensemble de points et d'arêtes qui sont liés entre elles. Le sommet qu'on appelle, pour les points, comme ça. Voici un exemple de graphe. L'ensemble des points des sommets, ça va être le grand S. Okay? Et A, c'est mon ensemble d'arêtes, c'est-à-dire ce qui joint là, des lignes. Okay. Et un arbre, donc si G est connexe, ça veut dire quoi connexe? Ça c'est en un seul bloc. Okay, donc ça c'est connexe, mais si je considère ce graphe-là, tout ça pris ensemble, c'est pas connexe, c'est pas rattaché. On a un autre détail parce que là. Mais ça c'est connexe. Donc si G est connexe et acyclique, donc il n'y a pas de cycle, on dit que G est un arbre. Donc, ici, c'est pas un arbre parce qu'il y a un cycle. Okay, ici, j'ai un cycle. Mais bon, si j'enlève cette arête-là, ben là, ça, c'est un arbre, c'est bien connexe et acyclique. Ensuite, le degré
d'un sommet de S, pris dans S, est le nombre d'arêtes qui lui sont existantes. Donc, par exemple, ce sommet-là, il est de degré 1. Lui, il est de degré 3. Hein, il y a trois arêtes qui lui sont rattachées. Lui, il est de degré 1. Lui, de degré 2, etc. Et une feuille, c'est un bout, un doigt, une extrémité. C'est un sommet qui est de degré 1. OK, donc, ça, c'est une feuille, ça, c'est une feuille, ça, c'est une feuille. C'est ce que j'appelle des doigts, des bouts, des extrémités. Et les sommets internes, c'est tout ce qui n'est pas une feuille. Sommet qui n'est pas une feuille. Okay, donc, ça, c'est un sommet interne, ça, c'est un sommet interne, lui aussi. Okay. Ensuite, un sous-graphe induit. Okay. Donc, ça va être un peu peut-être plus technique comme définition, mais je vais faire un exemple. Donc, soit I, un sous-ensemble de sommets de S. Okay. Donc, le sous-graphe induit. Donc, on peut noter G indice I et le graphe dont l'ensemble des sommets, c'est I, et les arêtes sont les arêtes, c'est celles qui relient les sommets de I dans G initialement. Ce sont les arêtes qui lient les sommets de I dans G. Puis, inquiétez-vous pas, je vais faire un exemple de ça après. Puisque c'est un sous-arbre induit pleinement feuillu, donc un sous-arbre induit pleinement feuillu d'ordre N. D'abord, c'est un sous-graphe induit qui est un arbre. Et un sous-arbre induit qui maximise, à N sommets, qui maximise le nombre de feuilles. C'est lui qui a le plus de bouts de doigts. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une chenille? On part ensemble à la chasse aux chenilles, il faut savoir ce qu'on va chasser. Donc, si, quand je prends ce qu'on appelle le graphe dérivé de G, donc si en enlevant les feuilles de G, on obtient une chaîne, on dit alors que G est une chenille. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Voici un exemple de chaîne. Ça ressemble à ça. Et donc, une chenille pourrait, par exemple, être ça ici, comme ça. Okay. On voit que quand que je retire les feuilles, les sommets de degré 1, il me reste juste une chaîne. Donc, si on appelle ça une chenille, les feuilles, c'est comme disons les poils de la chenille. Puis bon, ça me fait rire. Si on continue, ça par exemple, ce serait un homard, un graphe dont la dérivée est une chenille, c'est un homard d'Afrique. Il y a plein de termes reliés aux animaux pour décrire ça. Donc, on va faire un exemple ensemble juste pour mettre en pratique, disons, ces définitions-là pour que ça reste clair pour le reste de la présentation. Donc,
Voici un graphe G de référence. Puis, je vous demande de trouver un sous-arbre induit pleinement feuillu d'ordre 3. Donc, il y a 3 sommets. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Est-ce qu'il y en avait juste un possible? Non, je crois qu'il y a plusieurs solutions ici possibles. Je ne sais pas si c'est une idée. Bah, je sais pas, le triangle DBF, mettons. Ça marche. DBF, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis DBE, DBE, ça fonctionne pas. non. Ça fonctionne pas. Parce que vu que je veux que ce soit induit, OK? Si tu prends les sommets DBE, par définition d'induit, il faut que je garde tous les sommets qui les reliaient dans G. Fait que là, je vais avoir un cycle DBE. Fait que c'est ça qui peut être mêlant, fait que c'est bien que tu montres cet exemple-là. On veut éviter les cycles, puis on veut que ça soit encore induit. Fait que, oui, ce que tu avais proposé initialement, c'est une solution possible. Sinon, voici une autre solution possible. B, ça va être un sommet interne. Puis A et C, ça va être mes feuilles. J'ai 2 feuilles. Okay. Ensuite, bon, êtes-vous capable de me trouver un exemple de sous-arbre pleinement feuillu d'ordre 4? Oui. A, B, C, D, E, F, relié par BE. A, B, C, D, E, F, Ah, puis relié par BE. relié par BE. Si on dit d'ordre 4, c'est pas le nombre de feuilles qui est 4. Ah, ok. C'est le nombre de sommets. C'est le nombre de sommets au total qui est 4. Mais si je rajoute E, par exemple, effectivement, je vais avoir 4 sommets, donc d'ordre 4, et je vais avoir 3 feuilles. Donc, c'est une solution. Puis après ça, ouais. Donc, si tu rajoutes F, ça ne marche pas. Parce que tu dois relier BF. Ouais, c'est ça. Ça ferait un cycle. Fait que c'est pour ça que je le parle l'exemple, parce qu'au départ, juste avec les définitions, des fois, c'est moins clair. Fait que après ça, bon, là, on en a parlé, je demandais pour ordre 5. Là, typiquement, on serait tenté de rajouter, par exemple, BF, BD. Mais justement, c'est ce que j'explique. À ce moment-là, ça fait un cycle. Parce que j'aurais pas le choix de garder DE et AD. Donc, j'aurais 2 cycles, et même un troisième, si je fais le carré, vu que je veux que ce soit induit. La solution pour, si je veux, un sous-arbre induit pleinement feuillu d'ordre 5, la seule, c'est celle-là. Fait que j'ai 2 feuilles. Fait que la fonction feuille qu'on appelle, là, qui me donne mon nombre de feuilles pour un sous-arbre induit pleinement feuillu d'ordre n, est pas toujours croissante, là. En fait, c'est croissant juste si mon graphe de départ, c'est un arbre, mais bon, ici, c'est pas le cas. Fait que vous voyez un peu ce genre de problème-là. C'est le problème que je me suis posé, mais pas avec ce graphe-là de référence, avec un graphe infini un peu plus compliqué, qui est relié au pavage P2 de Penrose. Donc, je vais expliquer ce que c'est qu'un pavage. Bon, il y a une définition formelle, là, que j'ai un ensemble de tuiles dénombrables, que ça recouvre mon plan R2 et que pour toute paire de tuiles différentes, l'intersection de leur intérieur va être vide. En gros, là, un pavage, c'est juste un plancher infini. Okay? Donc, on a une belle photo aussi du plancher de cuisine chez Stéphanie. Donc, on peut imaginer qu'on l'étend infiniment, ce pattern-là. Donc, il y a un nombre dénombrable de tuiles. Oui, OK, ça va bien. Il n'y a pas de trou. J'aime ça aller chez Stéphanie. Je suis certain de ne pas tomber dans le vide quand je vais dans sa cuisine. Il n'y a pas de trou. Et il n'y a pas de chevauchement de tuiles ou d'intérieur de tuiles. On admet que ils ont une intersection commune là, où est-ce que les arrête, mais pour les intérieurs de tuiles, ça ne se chevauche pas entre elles. Donc, c'est ça essentiellement un pavage. Et voici à quoi ressemble un pavage P2 de Penrose. Donc, c'est un peu plus complexe. La théorie, ça a l'air un peu chaotique. C'est que, puis je vais en parler très bientôt, c'est que c'est apériodique. Il y a des symétries, mais pas par translation. Hein, dans le pavage, dans le plancher de Stéphanie, c'est agréable. Hein? C'est un même motif là, qui est répété, tout ça. Dans les pavages P2 de Penrose, non. C'est pas complètement chaotique, hein, parce qu'on peut retrouver des symétries par rotation, et juste pas par translation. Puis bon, c'est quoi ces pavages-là? Pourquoi c'est intéressant? Ça fait pas longtemps que c'est étudié, disons, en mathématiques.
Et c'est utilisé en chimie et en physique pour modéliser ce qu'on appelle des quasi-cristaux. Ça fait pas longtemps qu'on sait que ça existe, depuis les années 1980, 90 à peu près. Donc, ça permet de modéliser les quasi-cristaux. Donc, la question qu'on se pose, les sous-arbres indépendamment amphibus dans ces pavages-là, est intéressante. Elle pourrait être utilisée en chimie et en physique pour décrire des propriétés de ces matériaux-là. Et bon, on va s'intéresser au graphe dual de ça essentiellement. C'est que je veux que mes sommets, ce soient mes tuiles. Donc, on s'intéresse au graphe dual de ça. Donc, mes feuilles, mes sommets internes, je veux que ce soit des tuiles. C'est l'interprétation naturelle. Donc, le graphe que j'utilise, ça va être le graphe dual. On voit que mes sommets de mon graphe, ça va être où est-ce que les tuiles. Puis, bon, il y a une arête qui relie ces deux sommets-là si mes tuiles sont adjacentes. C'est l'interprétation assez naturelle, là. Et bon, c'est des pavages qui sont construits par seulement deux sortes de tuiles, qu'on appelle des cerfs-volants et des fléchettes. Les voici. Okay. Puis bon, le rapport entre un long côté par rapport à un côté plus court, c'est toujours phi, le nombre d'or. Puis bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais le nombre d'or, on le retrouve un peu partout là, dans les pavages P2 de Penrose. OK, quelques propriétés maintenant sur ces pavages-là qui vont revenir pendant la présentation. D'abord, c'est des pavages apériodiques. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un pavage périodique? Bon, c'est un pavage qui est symétrique par deux translations qui suivent des vecteurs linéairement indépendants. Je vais vous montrer un exemple, ça va être plus simple. Le plancher de Stéphanie, par exemple, c'est un pavage apériodique. On voyait qu'il était généré par translation d'un même motif. Bon, dans deux directions linéairement indépendantes, sinon je fais juste une frise, là, je pense qu'on appelle, et non, ça pave pas mon plan R2. Donc, voici un autre exemple de pavage périodique. Puis on voit que c'est un même motif qui génère cette animation. On voit qu'on pourrait faire ça pour chacun des petits motifs qu'on voit, puis retomber sur mon pavage quand j'applique cette transformation-là. Et à ce moment-là, on dit que mon pavage est périodique. Puis, on a longtemps cru, en fait, que tous les pavages étaient périodiques, que ça n'existait pas des pavages apériodiques. Ça fait pas si longtemps que ça dans l'histoire des maths qu'on sait qu'il y a des pavages apériodiques. Le premier, c'est en 1966 par Robert Berger. Et bon, son contre-exemple nécessitait 20 426 sortes de tuiles. Donc, tu sais, P2, il y a juste, les pavages P2 de Penrose, il y a juste deux sortes de tuiles, les servantes et les fléchettes. Lui, il avait besoin de 20 426 sortes de tuiles différentes. Ouais, ça fait un beau plancher, mais c'est horrible comme contre-exemple, mais ça marche. Naturellement, bon, les mathématiciens ils ont voulu diminuer ce nombre de prototuiles-là nécessaires. Et il y a Penrose qui s'est intéressé à la question. Et en 1973, il a proposé les pavages P1 de Penrose, qu'on appelle, qui avait juste 6 prototuiles, qui réussissaient à paver le plan apériodiquement avec 6 prototuiles seulement. Ensuite, il a réussi à faire mieux, les pavages P2 de Penrose, qui sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui, où est-ce qu'il y avait seulement 2 sortes de tuiles, on l'a vu là, les cerfs-volants puis les fléchettes. Puis bon, ensuite, il y a aussi P3, les pavages P3 de Penrose, qui ont aussi 2 sortes de tuiles, là, c'est des losanges, mais bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut paver le plan apériodiquement avec moins de prototuiles, donc une, nécessairement? Et ça fait vraiment pas longtemps. C'est en 2023 qu'on a réussi à trouver pas moi, là, l'humanité, disons, a réussi à trouver une manière de paver apériodiquement le plan avec seulement une sorte de tuile. C'est David Smith qui a trouvé la solution, qui n'est pas un mathématicien. C'était un ancien technicien en imprimerie retraité, qui aimait bien les casse-têtes, qui, bon, dans ses temps libres, aimait jouer avec les pavages, donc qui a apporté une solution au problème. Donc, ouais, c'est ça, c'est le chapeau. Le voici, ça ressemble à ça. Il y a seulement une seule sorte de tuile. Là, pas tant un chapeau, mais il appelait ça le chapeau quand même. Puis ça pave le plan apériodiquement. Mais bon, on va s'en tenir au pavage P2 de Penrose aujourd'hui.
Ça ne reviendra pas pendant la présentation, mais je voulais quand même vous le partager. Les pavages qu'on peut construire avec les cerfs-volants, les fléchettes, on peut en fait en construire une infinité, indénombrable. Donc, il y a autant de pavages P2 de Penrose possibles qui existent de nombres réels. Il y en a beaucoup. Ensuite, les pavages P2 de Penrose sont autosimilaires par inflation. Donc, l'autosimilarité, c'est un principe qu'on retrouve en fait dans... Oui? Tu disais que c'était une infinité indénombrable, donc ça, c'est le départ, ne se compte pas. L'infinité indénombrable, OK, parce qu'en mathématiques, il y a différents infinis. Des infinis plus grands que d'autres. Par exemple, l'infinité des nombres naturels est plus petit que l'infinité des nombres réels, qui est l'infini du continu. Et quand on dit une infinité indénombrable, ça correspond à l'infini du continu. Ok, je comprends. Voilà. Donc, c'est surprenant parce que tu sais, c'est un objet discret à la base. Puis là, c'est l'infini. Il en existe combien? Ben, une infinité indénombrable qui correspond à l'infinité du continu. C'est bien intéressant. OK. Ensuite, bon, c'est autosimilaire par inflation. L'autosimilarité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les fractales. Donc, les pavages P2 de Penrose ont ça, ont cette propriété qu'on retrouve dans les fractales. Donc, si je prends un cerf-volant, okay, pour vous, donc la forme, si vous en souvenez, c'est celle qu'on voit en pointillé bleu ici. Okay? Donc, je peux définir ce que j'appelle l'inflation d'un cerf-volant, qui est une espèce de cassure, de décomposition de mon cerf-volant, en plus petites tuiles de P2. Donc, je peux décomposer mon cerf-volant et retrouver un plus petit cerf-volant en jaune ici, un autre plus petit cerf-volant en jaune et des plus petites fléchettes en rouge. Et de la même manière, à droite, j'ai une fléchette, initialement, là, qui occupait l'espace qui est délimité là, par le pointillé bleu. Je peux venir la casser, puis retrouver à l'intérieur des plus petites tuiles de pavage P2, donc un plus petit cerf-volant et deux plus petites fléchettes. Et comment est-ce qu'on construit au final les pavages P2 de Penrose? Je peux partir, par exemple, d'un cerf-volant, OK, et je lui applique une première inflation. Donc, on a vu que la règle, c'est celle qui est décrite ici. Je lui applique une première inflation, voici ce que j'obtiens. Ensuite, pour le cerf-volant que j'obtiens en bas à gauche, ben, je peux réappliquer la même inflation. Donc, si vous voyez la règle, là, on voit que ça correspond ici. Dans le troisième ensemble de tuiles, j'applique l'inflation pour ce cerf-volant-là. Pour l'autre cerf-volant en bas à droite, j'applique son inflation. Je retrouve ça ici. Similairement pour les fléchettes, si vous regardez la règle, ça correspond vraiment. Je prends ma fléchette en pointillé bleu ici, j'applique l'inflation, ça marche. Et ça, je peux faire ça une infinité de fois. Et à chaque étape, à chaque itération, agrandir le résultat. Et à l'infini, ça converge vers un pavage. Ça me donne un pavage quand je fais ça une infinité. Donc, c'est comme ça, typiquement, qu'on construit les pavages P2 de Penrose. C'est par inflation infinie. Okay? Et ça va revenir le principe d'inflation pour la suite des choses. C'est vraiment très important. Donc, voici ce que ça donnerait, une région d'un pavage après avoir appliqué une infinité d'étapes. Donc, voici une région finie d'un résultat possible. Ils ont aussi la propriété d'isomorphisme local. Tout ce que ça veut dire, c'est que dans tout pavage, si je vois un motif fini, okay, ce motif-là va apparaître une infinité de fois dans le même pavage, mais aussi dans tous les autres pavages, dans toute leur infinité indénombrable. Un même motif va apparaître dans tous les pavages P2 de Penrose. Donc ça peut revenir aussi plus tard pendant la présentation. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Je ne sais pas si il y a des questions. Donc ça, c'est, disons, juste les concepts de base, l'univers dans lequel je travaillais. Maintenant, ce qu'on appelle la question, c'est de trouver les sous-arbres individuellement feuillus dans ces pavages-là, ils ressemblent à quoi? Donc, un premier résultat qu'on peut établir, c'est que dans un sous-arbre réduit, que je vais prendre de mon P2 graphe,
Chaque tuile ou chaque sommet, à partir de maintenant, c'est la même chose, hein, va être de degré au plus 3. Parce que si j'en prends 4, ça va forcer un cycle. Donc, voici un exemple. Hein. Donc, voici mon picot noir, je prends une tuile, qui est un sommet, puis, donc, elle, je veux l'inclure dans mon sous-arbre réduit tellement feuillu. Mais est-ce que je peux inclure toutes les tuiles qui lui sont voisines? Non, on voit ici que ça va former un cycle. Puis, on pourrait montrer assez facilement que pour toute configuration locale, autour d'une tuile, ça va faire ça. Donc, on peut montrer assez bien que toute tuile de mon pavage P2 de Penrose que je veux inclure dans un sous-arbre induit va être de degré 1, 2 ou 3, pas plus. Et ensuite, on peut, à partir de ce résultat-là, obtenir le lemme suivant qui dit que, bon, vous pouvez lire ça, mais au final, ce que ça nous donne comme information, c'est que si je veux maximiser le nombre de feuilles, c'est équivalent à maximiser le nombre de sommets de degré 3. Puis ça a bien de l'allure intuitivement parce que vu que je ne peux pas avoir des degrés, autrement dit, dans un arbre, mes degrés peuvent être maintenant soit de degré 1, 2 ou 3, ben mes seuls sommets internes, c'est soit ceux de degré 2 ou de degré 3, mais ceux de degré 2, bon, apportent rien, ils peuvent juste permettre à ce que ma structure soit connexe. Lui, par exemple, qui serait de degré 3, de degré 3. Lui, je ne peux pas y rattacher de feuilles. Les sommets de degré 2 servent juste à ce que ma structure soit connexe. Mais idéalement, on voudrait lui rattacher une feuille. Hein? Idéalement, on voudrait que tous mes sommets soient de degré 3 pour maximiser mon nombre de feuilles. Ça ne peut pas être plus. Hein? On ne pourrait pas avoir ça. Bon, là, c'est sûr que ça, c'est pas inscrit dans un pavage, peut-être une Penrose, mais ça créerait un cycle. Hein? Si j'ai 4, si mon sommet est de degré 4. OK, donc on veut maximiser le nombre de sommets de degré 3. Puis, alors, dans un monde idéal, ça voudrait dire que mes sous-arbres induits pleinement feuillus, tous les sommets internes sont de degré 3. Fait que là, on y va, on prend degré 3, on étend comme ça. Puis après 8 sommets de degré 3 consécutifs, ça bloque. On ne peut plus rajouter de sommet de degré 3. Je n'ai pas le choix de rajouter un sommet de degré 2. Donc, bon, voici les sous-arbres induits pleinement feuillus les plus gros. Donc, tous les sommets internes, c'est des sommets de degré 3. Donc, en brun, c'est mes tuiles de degré 3 qui constituent, disons, mon tronc de l'arbre. Puis, en vert, ce sont mes feuilles, mes sommets de degré 1, ce que je veux maximiser. Puis, bon, des fois, il est en vert pâle, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est parce qu'il y a 2 tuiles superposées. Hein, ça dépend on est où dans le pavage. Ça peut être soit une fléchette, soit un... Donc, ce sont les seuls sous-arbres induits pleinement feuillus dont tous les sommets internes, ce ne sont que des sommets de degré 3. Après ça, j'ai pas le choix de rajouter un sommet de degré 2. Parce que bon, on veut une solution générale là, pour n quelconque, pas pour n entre... faudrait voir, là, mais je veux pas juste garder les sous-arbres induits dont le nombre de sommets internes, ça va de 1 à 8. Là, okay? Donc, après ça, j'ai pas le choix de rajouter un sommet de degré 2 que je vais, à partir de maintenant, représenter par une tuile bleue. Et, bon, à partir d'un... Ah oui, puis, important, je ne l'ai pas mentionné, mais ce sont toutes des chenilles. Hein. Ce sont toutes des chenilles, qu'on s'appelle la définition de chenille. Si j'enlève les feuilles, tout ce qui me reste, c'est une chaîne. Donc, ce sont des chenilles que, bon, j'appelle chenilles premières parce qu'on va voir qu'en fait, ce sont mes blocs de base pour construire toute chenille, tout sous-arbre induit pleinement feuillu. Donc, à partir d'une chenille première, a priori, j'ai 2 manières possibles de l'étendre, soit par le bout pour faire une plus grande chenille, ou en plein milieu, partir une nouvelle branche. Donc, pour ma tuile de degré 2, j'ai plusieurs possibilités. Donc, à l'exemple 1, on voit qu'on a pris une chenille première, puis on l'a étendue en une plus grande chenille. Donc, c'est une concaténation, un greffage là, que j'appelle de 3 chenilles premières. À l'exemple 2, ça montre que on pourrait être intéressé peut-être de faire une bifurcation, de faire une nouvelle branche à mon arbre, puis peut-être plus haut là, dans la nouvelle branche ici. Là, il pourrait y avoir d'autres chenilles. Autrement dit, l'étendre de manière à ce que ce soit
plus une chenille. Parce que l'exemple 2, c'est pas une chenille. Okay? La partie qui dépasse, là, pour que ce soit pas une chenille, j'appelle ça l'appendice, un appendice de la chenille. Et en fait, j'ai montré que, bon, vous pouvez les refaire si vous voulez, mais en gros, ce que ça dit, c'est que mon appendice peut avoir au plus 2 tuiles internes. Donc, tous les sous-arbres induits pleinement feuillus, ce sont des chenilles à au plus un très petit appendice. Il peut juste en avoir un appendice, puis il va avoir au plus deux sommets internes. Donc, c'est la structure générale, c'est d'être une chenille. Il ressemble à ça, nos sous-arbres induits pleinement. Bon, dans le réseau public, ça ressemble à ça, mais dans P2, ça ressemble à des chenilles. Puis, bon, c'est un peu tannant l'appendice qui dépasse. Là. Finalement, je décidé de ne pas en parler. Peut-être à la fin, s'il reste du temps. Mais on peut se poser une question dont la réponse est satisfaisante et que ça te donne juste les chenilles. Les sous-arbres industriellement feuillus saturés, ce sont exactement des chenilles sans appendice. Donc, ce sont que des chenilles. Donc, on sait maintenant ça ressemble à quoi. Je sais pas si ça va jusqu'à maintenant, ouais. Donc, on sait que c'est des chenilles. Et maintenant, le problème qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut en faire des aussi longues qu'on veut, des telles chenilles? Est-ce qu'il existe des sous-arbres induits pleinement feuillus arbitrairement grands? Puis bon, on sait maintenant que c'est des chenilles. Donc, on va dire bi-infini. Là, mon arbre, qui est une chenille, peut être infini dans 2 directions. Donc, on va construire ensemble une première chenille bi-infinie possible. Puis en fait, c'est surtout dans un article précédent par Carole Poirier, Alexandre Mondémancé et Alain Pitt que le gros du travail a été fait. Mais bon, il n'y avait pas de preuves vraiment. Ça a été énoncé, ces structures-là ont été présentées, mais il n'y avait pas de preuves, c'était pas formalisé. Donc, comment est-ce qu'on construit ça? OK, je définis ce que j'appelle 4 chenilles de Poirier. C'est Carole Poirier qui a initialement construit ces structures-là. Je ne sais pas si c'est assez beau. Ça a l'air d'être toute la même. Mais en fait, la seule différence, c'est les couleurs que je vais expliquer dans quelques instants. Donc, les chenilles qui sont aux extrémités, et au centre, il y a des sommets pour la chenille de Poirier de type A. Ici, c'est vert sur les extrémités. Pour la chenille de type B, c'est bleu-vert. Ici, c'est vert-bleu, puis ensuite bleu-bleu. Bon, c'est quoi ces couleurs-là? C'est que on remarque que, je pense que pour ça, je vais, par exemple, continuer. On remarque que nos chenilles s'articulent toujours autour d'étoiles. Les 5 fléchettes là, qui sont en blanc, c'est des étoiles. Et ces étoiles-là peuvent être adjacentes à 0, 1 ou 2 soleils. C'est quoi un soleil? C'est un ensemble de 5 cerfs-volants. Un disgone, je ne sais pas c'est quoi le vrai mot, là, dodécagone. Décagone, bref, 10 gones. Donc, on voit là, que les cerfs-volants font des 10 gones comme ça, c'est ce que j'appelle un soleil. Pas moins ça. Les termes soleil, étoile viennent de John Caldwell. Et bon, une étoile va être rouge si elle est adjacente à aucun soleil. Une étoile va être verte si elle est adjacente à seulement un soleil. C'est le cas ici. Hein. Par exemple, sur la chaîne C en bas à gauche, on voit que mon étoile est verte, elle est adjacente à un soleil. Puis quand mon étoile est bleue, c'est parce qu'elle est adjacente à 2 soleils. On le voit ici, mon étoile est adjacente à 2 soleils. Puis on pourrait montrer là, qu'il n'y a pas d'autres cas, on ne peut pas être adjacent à 3 soleils. Et donc, c'est les seules choses qui changent, les seules distinctions entre mes chenilles de Poirier, c'est au bout les couleurs des sommets. Donc, ça dépend où est-ce qu'on construit notre chenille dans le tapage. Okay? Puis, on prend une chenille de Poirier, disons la A, okay? Et vous vous souvenez, j'ai parlé de l'inflation
d'un pavage, hein, c'est-à-dire, j'ai parlé de l'inflation d'une tuile. L'inflation d'un pavage, c'est j'applique une inflation à chacune des tuiles qui composent ce pavage-là. Et si j'applique, donc vous voyez dans ma chenille de Fourier de type A est inscrite dans un pavage, et j'applique 3 inflations à ce pavage-là, je retrouve, donc, la chenille de Fourier A, là, c'est là, ici, la chaîne est en mauve, mais dans l'image ici est en noir, en haut. Okay? Initialement, c'était ça. J'ai appliqué trois inflations. Donc là, mes cerfs-volants, mes fléchettes deviennent très, très petits. C'est pas important de les voir, c'est plus l'allure générale qui compte. Et j'obtiens en mauve le tracé, le chemin que suit une plus grande chenille qui est en fait composée de 7 chenilles de Fourier. OK? Bon, pas toutes de type A, mais donc là, après ça, c'est réglé, c'est fini parce que pour chacune de ces 7 chenilles de Fourier-là, ben, je refais 3 inflations, puis ça va encore chacune les agrandir, etc. Puis on a l'analogue, le KB jusqu'à D. Je ne sais pas si c'est clair l'idée d'utiliser un nombre infini d'inflation, parce que bon, je pars d'une chenille, je fais son inflation, j'en retrouve une plus grande qui est composée de 7 fois la même. Pour chacune de ces 7-là, je refais la même chose. Donc, ma première va s'agrandir, il va en avoir 7, ma deuxième va s'agrandir, il va en avoir 7. Faut juste s'assurer d'une chose, c'est que ça demeure connexe, hein, pour qu'au final, le résultat fasse une chenille. Donc, on peut le vérifier. Donc, à chaque fois que j'ai 2 chenilles de Fourier greffées entre elles, j'applique 3 inflations. Comment les choses ont été définies, fait que ça demeure connexe, ça reste une plus grande chenille. Donc, si j'applique ça une infinité de fois, ben, ça va juste construire une chenille bi-infinie. Okay? Ça va pour l'idée d'appliquer une infinité d'inflation. Ça semble. Ça va, OK. OK. Donc, ça nous donne comme ça une chenille bi-infinie. Et puis bon, Carole et Alain et Alexandre ont ensuite conjecturé que c'était la seule. Puis je pensais aussi que c'était la seule. J'essayais d'en construire d'autres, puis à chaque fois, ça retombait sur elle. Donc, ce que je voulais faire l'été passé, ben, c'était de démontrer rigoureusement que c'était l'unique chenille pleinement feuillue bi-infinie dans les pavages P2 de Penrose. Ah oui, puis une chose aussi, parce que bon, quelqu'un pourrait se dire, OK, oui, mais là, tu as juste pris un pavage particulier pour construire cette chenille-là. C'est une chenille bi-infinie dans tel pavage. Mais par propriété d'isomorphisme local, qu'ont les pavages P2 de Penrose, ben, cette chenille-là se retrouve dans tous les pavages P2 de Penrose. Donc, c'est vraiment la structure gagnante, pleinement feuillue pour tous les pavages P2 de Penrose. Mais je pense que j'ai dit là, en sous-entendant qu'elle était unique, c'est une structure possible. Donc, moi, je voulais montrer que ben, c'était bel et bien une structure, la structure unique pour créer des chenilles bi-infinies. Donc, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? L'idée, c'était d'éliminer des patterns, des motifs de construction jusqu'à temps que la seule construction possible qui reste, c'est celle-là. Donc, c'était une technique par élimination jusqu'à temps que c'est le seul cas qui demeure. Donc, oui, une chose que là, j'ai un peu... Non, je peux revenir. Ce qui est intéressant, parce qu'on se souvient que sur mes chenilles, il y a 3 types de sommets, là, des sommets vert, bleu, puis rouge. Donc, si je lis une chenille dans un sens donné, ça fait une suite, là, rouge, bleu, vert, bleu. Donc, on peut s'intéresser à c'est quoi ce mot-là, le mot que ça forme. Et puis bon, j'ai donné ce mot-là. A, B, C et D, c'est juste pour définir mes chaînes de Fourier A, B, C et D. Bon, chacune d'elles peut s'exprimer comme une suite de couleurs, là, on le voit bien. Et alors, la construction qu'on fait, je prends une chenille de Fourier A, ça me redonne 7 chenilles de Fourier. Bon, la première va être A, ensuite D, A, etc.
Et on peut montrer que peu importe, je pars de quelle chenille de Fourier, soit A, B, C ou D, j'applique une infinité d'inflation, ça va tendre vers un même mot bi-infini. OK. Ensuite, bon, on veut éliminer des patterns pour montrer l'unicité de la chenille bi-infinie. Et bon, vous vous souvenez que mes chenilles s'articulent toujours autour de petites étoiles. OK? Donc, on relie ces étoiles-là. Donc, les liens en noir plus foncé que vous voyez, c'est justement quand que je relie mes étoiles. Et on voit que ça donne un nouveau pavage. Un nouveau pavage qui s'appelle les pavages HBS, qui, bon, sont déjà connus. Là, j'ai rien trouvé de nouveau par rapport à ça. HBS pour hexagons, boats, les bateaux, and stars. Donc, quand que je relie mes petites étoiles, où est-ce que mes sommets, ça me donne ces pavages-là. Et alors, c'est intéressant parce que le problème de trouver des sous-arbres réduits pleinement feuillus, bon, d'abord, c'est transformé en problème de trouver des chenilles. Et pour trouver les chenilles bi-infinies, ça revient à trouver des chemins sur mes arêtes de pavage HBS. Donc, c'est une représentation plus simple de notre problème. On peut juste regarder des chaînes, des chemins sur ces pavages-là. Et puis bon, ensuite, dans l'optique d'éliminer des patterns, on est venu construire une sorte de base qui permet, en fait, toute chenille bi-infinie va être une concaténation, un greffage de ce que j'ai appelé des chenilles marines, parce que bon, il y avait des bateaux, je suis resté dans la thématique. Fait que, une chenille qui passe sur un dessus d'un bateau, c'est une voile, après ça, une coque. Après ça, bon, à chaque fois, à côté d'un bateau, il y a un même chemin, donc c'est un quai. Bon. Toute chenille bi-infinie va être un greffage de chenilles marines. C'est plus gros que les chenilles premières, donc ça va mieux pour travailler. Puis, il y en a d'autres aussi, celle-là. Donc là, ça commence, on élimine des patterns. Donc, par exemple, un cap de type 2 puis un cap de type 3, j'ai montré que ça ne pouvait pas se retrouver dans une chenille bi-infinie. J'essaie comme ça, si je greffe telle chenille marine à telle chenille marine, c'est pas prolongeable bi-infiniment. Ouais. Pourquoi t'en élimines? Pourquoi tu veux les éliminer? Parce que je veux montrer que la première chenille bi-infinie qu'on a construite, c'est l'unique solution. C'est l'unique chenille bi-infinie. Il y aurait peut-être eu d'autres stratégies, mais mon idée, c'est que je vais éliminer des patterns, des règles de construction, jusqu'à temps que la seule règle de construction qui me reste, c'est celle qui me permet de construire la chenille bi-infinie déjà connue. Je ne sais pas si ça va. Oui. Ouais. Follow-up. Puis tu les élimines parce que ça te tente? Ou non. Construction, ils contredisent ton énoncé. Mais par élimination, je veux dire, ils ne peuvent pas être dans des chenilles bi-infinies. Par exemple, un cap 2, je regarde mon cap 2, puis j'ai montré que dans tout pavage P2 de Penrose, mon cap 2, si j'essaie de l'étendre, puis là, il fallait faire des branches. Ça, à chaque fois que j'essaie de l'étendre, ça bloque. Je ne peux plus faire une chenille bi-infinie. Ça va forcer un cycle, par exemple, quelque chose du genre. OK. Donc, j'essaie comme ça d'éliminer des patterns. Puis, le cap de type 4, j'arrivais pas justement à montrer, j'arrivais pas à l'éliminer. Et ça, c'est pas un motif qu'on retrouve dans la chenille qui est déjà connu. J'essaie de l'étendre, puis oui, OK, je semble pouvoir l'étendre bien infiniment. Donc là, j'ai commencé à penser que, OK, peut-être que la chenille bien finie déjà connue n'est pas unique. Et justement, à partir d'un cap de type 4, c'est-à-dire, il existe une chenille bien infinie qui contient un cap de type 4, donc c'est une nouvelle chenille bien infinie. Et la construction est super bizarre, super complexe, c'est pas élégante du tout, mais je pars d'un cap de type 4, vous voyez en bas à droite, puis encore là, je fais 3 inflations et je retrouve un nouveau pavage et je peux aller trouver une chaîne
qui va contenir un cap de type 4 et un peu plus. Donc, j'agrandis comme ça ma chenille. Et c'est un peu la même idée que tantôt. Je veux ensuite définir l'inflation de chacune de ces chenilles-là pour que quand j'applique une inflation, ça agrandisse chacune de ces chenilles-là. J'applique ça une infinité de fois pour que ça agrandisse comme ça à chaque fois. Mais là, c'est pas juste 4 chenilles de Poirier, il y en a plein, puis les constructions sont vraiment pas belles. Donc, on voit ici que dans le milieu, là, je retrouve un cap de type 4. Donc, ça, c'est le parcours qui fait un cap de type 4. Je le retrouve ici dans le milieu, mais flippé là, à l'envers. Et un peu plus. Il a fallu que je définisse un peu plus, justement, pour que ma méthode converge à vers une chenille bien finie. Fait que là, pour ces un peu plus-là, bon, qui sont on peut montrer que c'est des coques de bateau, il faut que je définisse le résultat d'une coque de bateau. Puis, c'est vraiment pas beau, je vais les passer vite, mais c'est juste pour vous montrer qu'il est très bizarre là, la chenille que ça nous donne. Et il y a plein de constructions comme ça à définir. Il faut s'assurer, comme dans l'autre fois, pourquoi ils sont bizarres comme ça? Parce qu'il faut s'assurer que ça va demeurer connexe, comme tantôt. Là, il y en a plein. C'est pas satisfaisant, mais ça marche. Puis là ça, c'est juste les définitions des inflations, mais il faut s'assurer pour chacun, à chaque fois que j'en greffe deux, quand je vais faire l'inflation, ça va rester connexe. Donc, bref, ça montre qu'il n'existe pas une seule chenille bi-infinie en l'épavage P2 de Penrose. Ça aurait été satisfaisant, tu sais, qu'il existe juste une solution possible, mais bon, on vient gâcher le party puis dire que non. Pour construire des chenilles infinies, il existe plusieurs manières possibles de faire. Donc, ben là, au début, on pensait qu'il y en avait juste une solution possible. On montre qu'il y en a deux. Je conjecture maintenant qu'il y en a une infinité. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire des hybrides. Avec les deux chenilles bien finies, c'est de faire des hybrides de chenilles pour construire des nouvelles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un ensemble infini de chenilles bien infinies dans l'épavage P2 de Penrose, à voir comment toutes les trouver. Et ce qui pourrait être intéressant de faire aussi, ben, c'est un peu comme j'avais commencé à faire avec la première chenille bien finie, trouver un langage formel, hein, les mots là, avec les sommets de vert, bleu, rouge. Bon, je ne l'ai pas fait pour cette chenille-là parce que c'est moins beau et élégant, disons. Mais ça ressemblerait à quoi, un coup qu'on a trouvé les chenilles bien finies, ça ressemblerait à quoi l'ensemble des mots possibles et c'est quoi leur propriété. J'ose croire que ça va être des mots apériodiques. Je serais vraiment surpris du contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on retrouve le nombre phi là-dedans? Je suis pas mal certain que oui. Et finalement, ce que je veux faire, ça va être mon projet de maîtrise. Ben, c'est difficile de travailler avec le visuel. Des fois, le visuel, c'est intéressant, hein, ça permet de mieux se représenter un objet, mais quand on veut utiliser des structures complexes, puis faire des chemins bien finis, puis ben, le visuel peut être limitant. C'était pas le fun de travailler en faisant des liens comme ça pour voir toutes mes affaires, mais c'est pas mal tout ce qu'on a. Là. Les pavages P2 de Penrose sont définis très visuellement, géométriquement. C'est le seul outil qu'on a. C'est quand même complexe à représenter autrement, mais je pense que il faut le faire parce que ça va trop mal travailler juste avec le visuel. Donc, ce que je veux faire, c'est définir une théorie logique formelle dont les pavages P2 sont un modèle. C'est-à-dire se détacher de l'aspect visuel de la chose, puis travailler logiquement, comme en mathématiques, avec la méthode axiomatique, pour pouvoir dire des choses sur les pavages P2 seulement algébriquement, formellement, sans avoir à se rattacher à une image. Donc, ce serait ça que je vais faire. OK, merci beaucoup de votre écoute. Nous, des questions pour Mathieu.
Mhm. Vas-y. Avec Alain, souvent, on étudie des problèmes parce que, par exemple, avec les polyominoes, on s'intéresse aux polyominoes dans une boîte. On prend un rectangle, une hauteur, une largeur, puis on sait il y a combien de polyominoes de telle forme qui fit dans. Est-ce que c'est intéressant dans ce contexte-ci de se donner une espèce de boîte puis de se demander il y a combien ou c'est quoi les chenilles maximales, les chenilles qui existent dans cette boîte? Là, on tombe dans l'énumération qui est effectivement pas vraiment ce que j'ai fait. Ça pourrait être intéressant. C'est juste l'idée de boîte qui m'embête parce que, dans une grille rectangulaire, ça va assez bien de délimiter nos boîtes. Mais ici, nos boîtes ne seront pas toutes, ils n'auront pas toutes la même forme. Ce ne sera pas juste, c'est pas les mêmes dimensions de rectangle, ça va toujours être des formes un peu bizarres. Donc, je ne sais pas si ça pourrait. Il y aurait moyen, mais c'est sûr que là, c'est plus de l'énumération, ce à quoi je n'ai pas vraiment touché, mais oui. Potentiellement, il suffit juste de définir, ça va être comme mes régions, l'équivalent des boîtes là, qu'on se donne. Ouais. Puis on sait déjà, en fait, la structure de base, c'est des chenilles, fait que ça reviendrait juste à trouver combien de. Est-ce que c'est mes chenilles formées autour des étoiles? Ça revient un peu juste à dire dans telle région, il y a combien d'étoiles. Puis est-ce que ça inclut un petit peu autour pour que je puisse construire mes chenilles, mais ça reviendrait à compter un nombre d'étoiles dans une boîte donnée. Oui. Merci. Ouais. Combien tu penses qu'il y en a de chenilles bi-infinies? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a une infinité. Quelle sorte d'infini? Ah, c'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Peut-être parce que je passais vite un peu sur l'infinité indénombrable des pavages de Penrose, mais c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste que en fait, j'ai Aleph 0 choix à faire. Aleph 0 étant la cardinalité de l'infini du discret. Là. J'ai Aleph 0 moment où est-ce que pour construire mon pavage, j'ai un choix à faire, puis j'ai toujours deux choix à faire. Hein. Je mets une fléchette ou un cerf-volant. Fait que par le principe combinatoire du produit, j'ai 2 à la. On va essayer d'en faire un beau. 2 à la Aleph 0 pavage possible. C'est peut-être un peu la même affaire. Peut-être que pour construire mes chenilles bien finies, il y a un moment où est-ce que j'ai le choix entre est-ce que là, je vais m'inspirer de la première, celle de Carole ou de Carole Poirier, ou de cette nouvelle-là. Peut-être que j'aurais Aleph 0 choix à faire, construire mes hybrides, puis à chaque fois, j'aurais comme 2 choix à faire, donc une cardinalité du continu à voir, je ne sais pas. Puis là, tu sais, peut-être qu'il y en a plein d'autres. Parce que là, j'ai comme 2 chenilles de base pour l'instant pour faire mes modèles hybrides, mais peut-être qu'il y en a une troisième qu'on pourrait trouver aussi. Ouais. Là, ça va devoir m'aider parce que je parle. OK. Ma question est, au début, tu parlais de le pavage de Penrose est infini, puis il y a un infini de pavage. Ouais. OK. Comment tu sais que tu as un infini de pavage, puis c'est pas juste le même pavage infini qui a été translaté puis rotationné? Oui, à ce moment-là, quand je dis une infinité indénombrable de pavages, j'exclus, tu sais, si je prends juste un même pavage puis j'applique une transformation simple du plan, là, c'est pas le même, c'est-à-dire c'est le même pavage. C'est le même pavage. Après ça, bon, la démonstration est complète et plus complexe, mais ça revient à dire que, comme je disais, bon, à un moment donné, tu sais, j'ai des tuiles qui sont forcées. Je pars, par exemple, d'un cerf-volant. Si je ne veux pas le construire par inflation, par exemple, okay, je pars d'un cerf-volant, je rajoute des tuiles. Puis là, il y a des tuiles qui n'ont pas le choix. Ah, j'ai pas le choix de. J'ai même, je ne l'ai pas apporté, mais je jouais avec des morceaux de casse-tête que j'empilais. Puis là, j'ai pas le choix de le placer. Puis après ça, là, j'ai un choix à faire pour continuer à l'agrandir. Là, je pourrais soit mettre un cerf-volant, soit une fléchette. Donc, j'ai deux choix. Deux choix à faire, soit un cerf-volant, soit une fléchette. Puis après ça, un coup que je la place, là, c'est encore forcé. Puis là, j'ai un autre choix à faire. Je pourrais mettre soit un cerf-volant, soit une fléchette. Puis, des choix à faire, j'en ai Aleph 0, c'est-à-dire l'infinité du discret. J'ai autant de choix à faire
qui existe de nombres entiers. Puis à chaque choix à faire que j'ai toujours deux choix. Fait que, ouais, passer un peu de... Une façon de voir aussi ça, c'est que les nombres réels, tu les représentes en binaire. Ouais. Tu peux représenter tous les nombres réels en switchant les bits de 0 à 1. Et ça peut être nombre binaire, puis tu choisis entre 0 et 1, mais le nombre de choix que tu as, c'est aussi long que ta chaîne de 0 et 1 que tu as besoin. Sinon, l'autre image à laquelle je pensais, c'est, bon, j'ai deux choix à faire. Fait que soit je choisis de mettre un cerf-volant, puis là, je suis rendu dans cette branche. Puis là, je représente un graphe, mais c'est juste pour dire, ça n'a rien à voir, là. Puis, ou je choisis une fléchette. Puis là, si je suis dans ce choix-là, un peu plus loin, je vais avoir deux choix à faire. Soit je mets un cerf-volant, soit une fléchette, puis même principe pour lui. Pour chacun d'eux, un choix à faire, etc. Donc, à chaque fois, j'ai deux choix à faire. Donc, au départ, j'ai deux choix. Après ça, à l'étape d'après, j'ai deux choix. Donc, au total, je vais avoir quatre choix. 1, 2, 3, 4. C'est pas exactement aligné, là. Ensuite, je vais avoir 8 choix, etc. Et des choix comme ça, j'en ai Aleph 0. J'ai autant de choix à faire que de nombres naturels. Donc, je vais avoir 2 fois, etc. Et, ouais, c'est vraiment juste, etc. 3 petits points. 2 à l'F 0. Puis 2 à l'F 0, là, je n'entrerai pas dans la théorie des ensembles, mais c'est la cardinalité des réels, du continu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'y prend. C'est pas la preuve formelle, mais je ne sais pas si c'est plus clair. Ouais, mais il y a une autre question qui vient de pas. Ben, vas-y, oui. Quand tu fais un choix, il n'y a pas un choix qui va disparaître, qui va t'imposer de choisir quelque chose d'autre plus tard. Genre, tu choisis cerf-volant, puis plus tard, on va t'imposer une fléchette, alors que si c'était de l'autre côté, on t'aurait imposé un cerf-volant. En gros, le fait de faire ton choix t'enlève. Il y a des choses que ça t'enlève, ça t'impose plus tard. Ah ouais. Ouais, mais, OK, deux choses. Ce plus tard-là ne peut pas être le plus tard directement après, parce que sinon, je ferais juste continuer à construire mon pavage. Je n'aurais pas de choix à faire. Mais un autre plus tard, mettons 2, 3. Si oui, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que je retranche effectivement de mon 2 à l'F 0 un certain nombre. Mais ce certain nombre-là va être soit fini, puis peut-être que c'est 0. Mais s'il existe un tel nombre, il va être soit fini, soit dénombrable. Il ne sera pas aussi gros que lui. Puis le 2 à l'F 0 moins à l'F 0, ça donne à l'F 0. Fait qu'au pire, j'enlève un nombre peut-être infini, mais dénombrable de cas effectivement qui seraient éliminés par ça, mais je vais quand même avoir 2 à la F 0. Oui. Oui, mais je vais quand même avoir au final 2 à la F 0, qui est la cardinalité du continu, quand même comme résultat. Ce serait contrôlé de ce Je pense aussi comme supposition, c'est que dès le départ, il existe un nombre dénombrable de choix. Oui, c'est ça. Ça revient un peu à ça, ta question, peut-être ici. Au départ, tu as un nombre dénombrable de choix que tu devras faire pour construire. Bon. C'est ça. Mais ça, on s'y attend parce que c'est une structure discrète. C'est des tuiles que je rajoute. Ça pourrait être. C'est ça, je vois vraiment pas comment ça pourrait être une infinité indénombrable de choix. C'est juste des couches que je rajoute à chaque fois. Ça pourrait être un nombre. Je vois mal comment encore parce que mes pavages P2 de Penrose sont infinis. Fait que je vois pas à partir d'un certain gros un patch qu'on appelle, d'un gros patch, tout le reste jusqu'à l'infini est décidé, ça n'arrive pas vraiment. Donc, c'est pour ça que ça va être 2 à la 0. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'autres questions pour Mathieu? On peut féliciter encore le créancier.
Vous êtes venu.